Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Nous sommes le 2 mai 1968, il est 13 h. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. Saint-Étienne, vainqueur 2-1 de l'AS Angoulême, jouera la finale de la Coupe de France de football contre Bordeaux. C'est également à Bordeaux que l'ASS s'est qualifiée hier soir, opérant avec beaucoup plus de rigueur qu'elle ne l'avait fait au Parc des Princes lors de la première édition. La finale se jouera le 12 mai à Paris, mais abordons la première partie de ce journal. Ce matin, l'Assemblée nationale a adopté la 4e semaine de congés payés. En prenant le parti de l'opposition à la conférence des présidents, M. Giscard d'Estaing, la semaine passée, précipitait les événements. Grâce à sa voix déterminante ce jour-là, la proposition communiste était inscrite à l'ordre du jour de ce 2 mai. Le débat s'est réduit à un aimable échange de vues, proposé par la majorité, réclamé par l'opposition. La 4e semaine de congés payés a franchi sans difficulté la première étape de sa vie parlementaire. D'autant que, depuis les accords signés par la Régie Renault et ses employés le 29 décembre 1962, bien des entreprises ont accordé ces 4 semaines sans attendre le vote d'une loi. D'après le rapporteur de la commission, M. Rouland, sont concernés environ 2 millions de personnes, essentiellement des salariés de l'agriculture, de l'hôtellerie, du commerce de détail, des petites et moyennes entreprises. 2 amendements favorables aux salariés vont également vivre le parcours parlementaire. D'une part, 2 conjoints salariés d'une même entreprise auraient droit à un congé simultané. D'autre part, 1 à 2 jours supplémentaires seraient accordés aux salariés qui fractionneraient ces vacances et prendraient le reliquat en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. En Europe, au Luxembourg, M. Edgar Faure, président du Conseil agricole des 6, a déclaré au terme de la récente session de l'Europe verte « Nous n'avons pas pu franchir les derniers mètres qui nous séparaient de l'accord. Il reste cependant optimiste et estime qu'un accord devrait aboutir à la prochaine session des 27, 28 et 29 mai. C'est encore un marathon de la dernière chance pour la construction européenne qui va s'ouvrir fin mai. D'ici là, les observateurs estiment que les positions vont se durcir dans les divers pays, notamment en France. Le compromis in extremis proposé par M. Faure pourrait être remis en cause, même par les éleveurs français, puisqu'il prévoyait une légère baisse des produits laitiers par rapport aux promesses ministérielles, et qu'il prévoirait de plafonner les dépenses de financement des excédents de beurre. M. Faure, qui s'en expliquera demain avec le général de Gaulle, a agi ainsi sous sa casquette de président du Conseil des ministres européens et non pas sous celle de représentant des éleveurs français. Mais il estime qu'un compromis médiocre est préférable à une absence de solution. Les jeunes agriculteurs réclament une révision complète des mécanismes de la politique agricole commune. Ils estiment que cette politique, basée essentiellement sur le soutien des prix, conduira à une accumulation des excédents et par conséquent à une impasse. Le mois qui commence promet d'être chaud. La paysannerie française s'interroge sur la réalité et la finalité de la politique agricole au plan européen comme au plan national. La Fédération nationale des exploitants agricoles a convoqué pour le 17 mai son conseil national. Il aura à faire face aux surenchères des organisations de gauche, le comité de Guéret dans le centre et le MODEF dans le sud-ouest, qui ont déjà invité les éleveurs à se préparer à se battre, et ainsi que des fédérations bretonnes toujours remuantes. À Saint-Étienne, on se félicite de la victoire de l'équipe de foot de la ville, qui va préparer avec confiance sa 3e finale de la Coupe de France. Mais dans cette ville industrielle et ingénieuse, on s'intéresse également à ce coup de sonde parmi les 100 000 hommes qui portent les destinées de la France, sous le titre de notre confrère de La Dépêche, « L'ingénieur se méconnu ». En réalité, le nombre d'ingénieurs diplômés s'élève à 115 620. 30 000 réponses ont été obtenues lors de cette enquête
qui révèle 138 écoles forment 8000 ingénieurs par an et on distingue 15 écoles polyvalentes, dont l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne. Ces ingénieurs travaillent à 68% dans le secteur privé, essentiellement la construction mécanique, la construction électrique et les transports. La région Rhône-Alpes est la plus importante concentration d'ingénieurs diplômés hors région parisienne. L'effectif des ingénieurs représente à peine plus de 1% des 10 millions de salariés de l'industrie, du commerce et de la fonction publique. Ils gagnent en moyenne entre 2 et 4 millions d'anciens francs, les ingénieurs des services commerciaux et technico-commerciaux touchant dans l'ensemble des salaires plus élevés que ceux qui travaillent dans les bureaux d'études ou qui font de la recherche. En conclusion de ce journal, catégorie sport-boxe. Cet après-demain, samedi, dans la salle de l'Amical Lake du Soleil, qu'Alain Giraudon abordera pour la première fois la distance des 6 rounds contre Di Stefano. Alain Giraudon vient d'être classé deuxième série par la fédération. Le Marseillais Di Stefano est classé première série internationale. Le Stefano aborde cette distance sans crainte. Si sur le plan technique, il risque d'être légèrement dominé, sur le plan courage et résistance, nous pouvons lui faire confiance. Bon appétit.